On s'était vu avec David pour parler de drones, et en regardant les drones, David, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui n'existaient pas dans le commerce, qui étaient imprimés en 3D. On a un petit peu parlé d'impression 3D justement, oui. Et on s'est dit que ça valait quand même le coup de faire le tour avec toi, puisqu'on a déjà parlé pas mal d'impression 3D avec Xavier précédemment. Je vous renvoie à la présentation de l'imprimante Prusa de Xavier, justement, ou à l'épisode hors série si vous préférez. Et donc ici, on va parler plutôt matériaux. Oui. On avait touché un petit peu du bout des lèvres. On avait parlé des différents types de matériaux avec Xavier. On sait à peu près que voilà, il y a différents usages. On voulait faire un peu le tour avec toi parce que tu as une deuxième marotte après les drones. Enfin, je les mets pas dans l'ordre peut-être, mais c'était d'abord l'impression 3D. C'est d'abord l'impression 3D. En fait, il a commencé par l'impression 3D et puis il s'est dit tiens, je ferais bien des drones. Après, on ne sait pas ce qu'il va faire après. Hein, ça, c'est un autre débat. On a en face de nous différentes bobines de différentes couleurs, avec différents types de fibres. Oui. Le plus courant, on commence par quoi? En général, quand on installe son imprimante 3D pour la première fois, c'est livré avec une bobine, avec peut-être plusieurs types de matériaux. Quel est le plus facile à utiliser et dans quel usage? En général, le plastique le plus utilisé, c'est le PLA. D'accord. Donc c'est acide polylactique, c'est d'origine végétale, c'est un bioplastique. D'accord. C'est le plus facile à imprimer, c'est le moins toxique et qui répond, je vais dire, à 95% des besoins des gens qui font de l'impression 3D. Tout ce qui est pièces décoratives, ouais. Le PLA. Petits objets décoratifs. Comme ici, il faut pas autre chose que ça. Le PLA existe en beaucoup de couleurs différentes, ouais. En types différents, comme par exemple ici c'est du silk, donc un peu comme de la soie. Oui, c'est ça, c'est une couleur, alors pour ceux qui nous écoutent, hein, qui n'ont pas l'image du coup, c'est un bleu qui tire un peu vers le violet, brillant. Hein, oui. Et alors effectivement, on voit qu'il y a d'autres matériaux, gris mat. Oui, ici ça c'est du PLA avec de la poudre de métal dedans, de la poudre de bronze. D'accord. Et donc on qui donne un aspect bronzé, effectivement. Et on peut le polir dans une machine à polir, un drum avec des vis dedans pendant 24 heures pour que ça ait un aspect réellement de métal. Oui, il y a encore un usinage, il peut y avoir encore, après l'impression 3D, une phase, on va dire, de oui, de tout finition, à fait. Après l'impression 3D, il y a le nettoyage, la finition. On a des PLA qui sont des PLA hybrides avec de la poudre de bois dedans. Oui. On a des PLA avec de la fibre de carbone dedans. Oui. Alors tu me disais, pour en revenir à la fibre de bois, que en fonction de la température qui est appliquée au matériau au moment de l'impression, la teinte, la couleur pouvait changer. Ce n'est pas tous les filaments bois, mais certains filaments bois ont cette propriété, c'est qu'en variant la température de 20 degrés pendant l'impression, on peut changer le dégradé plus foncé et plus clair, ce qui permet, quand on programme l'impression 3D, d'avoir des effets de couche et d'avoir des effets plus sombres et plus clairs par endroits. Ouais. C'est bon à savoir pour tout ce qui est objet décoratif, j'ai envie de dire, ou qui devrait avoir une apparence un peu décorative, parce qu'on peut très bien faire un cache d'interrupteur avec une finition bois, hein. On n'est pas obligé de le faire en blanc. Je veux dire, mais il y a aussi des matériaux différents que le PLA, qui vont être utiles dans d'autres cas de figure parce qu'ils ont des propriétés particulières. Oui. Justement, l'exemple du cache pour un interrupteur, je ne conseillerais pas du PLA. D'accord. Le PLA a le désavantage, c'est qu'il commence à ramollir à partir de 60-65 degrés. Okay. Donc on laisse une pièce en PLA dans la voiture exposée au soleil un jour d'été, il va être ramolli. Le PLA a un autre souci, c'est qu'une pièce en PLA qui est sous du stress, donc par exemple une pièce mécanique, réagit mal dans le temps avec le stress et à un moment va se fissurer d'elle-même, casser d'elle-même. Ok. PLA, donc bien pour des choses qui ne sont pas trop mécaniques justement à ce moment-là, plutôt statiques quoi, des pièces plutôt statiques. Plutôt statiques, quoique il y a quand même des PLA qui sont plus résistants.
temps. Donc on appelle du PLA+. Par exemple, j'ai ici une bobine, c'est du PLA+. C'est du PLA qui tient beaucoup mieux dans le temps, justement à cette problématique. La problématique aussi, c'est que le PLA, quand on le laisse à l'humidité et non utilisé pendant longtemps, ben, on prend le dessus de la bobine et le filament casse de lui-même. Ouais, donc il y a vraiment une usure dans le temps, quoi, en gros. Les autres types de matériaux, pour d'autres usages, comme on avait parlé drone, on a en face de nous aussi des pièces de drone que tu as modélisées toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on a justement? Parce que je voyais qu'il y a des pièces, par exemple, relativement souples, en bleu ici. Oui, ça c'est du TPU, donc ça, c'est du TPU. Un matériau flexible. Ça c'est extrêmement résistant et pour absorber les chocs. Ici, ça se sont... C'est presque du caoutchouc, hein. On n'est pas loin, quoi. C'est ça. Ouais. Ça c'est un protège-moteur pour drone. D'accord. Donc on met le moteur, en cas de crash, le moteur est protégé et ça a aussi un effet d'absorber les vibrations entre la structure. Ici c'est la même chose mais en noir et pour un plus gros moteur. Donc ça c'est un protège-bras de drone aussi. Donc dans la forme du bras du drone, on le clipse autour. Si on monte une GoPro sur un drone, on peut aussi utiliser du plastique flexible pour protéger des chocs. J'allais dire, parce qu'on connaît bien la marque GoPro, hein, qui a ses propres accessoires propriétaires. L'imprimante 3D, c'est la fête, on fait ce qu'on veut en termes de stabilisateur, de soutien, de support, de visserie, etc. Tout à fait, parce que dans le monde du drone, chaque drone n'a pas c'est pas des montages standards. Voilà, c'est ça, donc il faut qu'on adapte, on peut faire un design soi-même. Il y a des outils très faciles à utiliser comme Tinkercad gratuit sur Internet, où on peut faire les modélisations et ensuite imprimer sa modélisation. Donc ça, c'est très, très pratique. Le matériau le plus résistant que toi as utilisé ou qui existe de manière générale sur le principe de l'imprimante 3D, on est bien d'accord, on est sur le principe de cette imprimante 3D qui fait fondre un matériau et le dépose couche par couche, etc. On sait qu'il y a d'autres principes en impression 3D, on ne va pas venir sur ce terrain-là, on est sur la machine, on va dire, grand public classique, presque envie de dire, hein, mais même si c'est quand même un gadget assez coûteux. Le matériau le plus résistant, imaginons que j'ai besoin d'une pièce très très résistante à la maison, quelque chose à réparer ou à remplacer, qu'est-ce que ce serait? La réponse n'est pas si facile que ça. Parce que ça dépend aussi du design de la pièce, j'imagine. Ça dépend du design de la pièce, mais ça dépend de quel type de résistance on cherche. Est-ce qu'on cherche quelque chose qui va devoir résister à une force comment dire, de traction, de compression, à des impacts. Est-ce que c'est une pièce qui va être à l'extérieur, qui va être soumise aux UV? À quelle température la pièce doit résister? Est-ce qu'elle doit être dans un milieu humide, un milieu acide? Donc, en fait, il y a beaucoup de plastiques différents. Je vais dire que le 99% de ce que les gens vont avoir besoin se résume dans 3 ou 4 plastiques, qui sont le PLA, l'ABS, le PETG et le Flex, donc le TPU. Mais il existe beaucoup d'autres plastiques. Et on me demande souvent, oui, mais ça ne sert à rien d'avoir autant de plastiques différents. Je dirais que non, il n'y a pas de mauvais plastique, il n'y a pas de bons plastiques. Il y a des plastiques qui ont des propriétés, pour certains cas de figure, bien précis. Je peux peut-être énumérer rapidement. Donc on a le PLA dont on vient de parler, on a l'ABS qui est nettement plus résistant pour les contraintes mécaniques, qui est nettement plus résistant dans le temps. D'ailleurs les Legos sont faits en ABS, sauf les pièces transparentes qui sont en polycarbonate, mais les Legos sont en ABS. Beaucoup de choses sont faites en ABS. C'est un plastique qui s'imprime à plus haute température, il résiste, il ne commence à se ramollir qu'à 105 degrés. D'accord. Donc il a une plus grande résistance. Il résiste mal aux UV, donc il ne faut pas le mettre à l'extérieur. L'impression est nettement plus difficile à faire parce qu'il faut une plateforme chauffante qui monte plus haut en température. Sinon on a une contraction qui se fait à l'impression et ça ne se colle pas bien. Ensuite on a le PETG.
qui est un plastique très proche de ce qui est utilisé pour les bouteilles de boissons gazeuses, le coca et tout ça. C'est un plastique qui est très résistant également pour ce qui est en traction, contrainte mécanique. Par contre, pour les impacts, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne tient pas le choc. Ça ne tient pas, ça casse. Ok. Un impact sec, comme par exemple une structure de drone qui impact sec, ça casse direct. D'accord. L'ABS, ça casse direct. Le PLA, ça casse direct. Donc il faut quand même une petite part de souplesse, enfin de mollesse, je sais pas ce qu'on veut dire. Oui, c'est toujours un peu le compromis. Il y a un compromis entre rigidité et résistance aux impacts. Évidemment, du flex, on peut taper dessus au marteau, on peut... oui, c'est vraiment... Il va pas se casser, il va pas se casser net. Par contre, ça n'a pas de rigidité, donc ça n'a aucune utilité pour quelque chose qui demande une rigidité. Donc, je parlais du PETG. On a l'ASA, qui est un plastique très proche de l'ABS, ici, qui a des propriétés très similaires, mais qui en plus résiste aux UV. D'accord. Donc ça, c'est un plastique qui est très pratique pour des pièces qui sont imprimées et mises à l'extérieur. Est-ce qu'on peut combiner plusieurs matériaux dans le même objet, enfin, je veux dire dans la même impression? Est-ce qu'il est possible, entre guillemets, de combiner plusieurs matériaux, ou est-ce qu'il faut faire des pièces séparées qu'on assemblera postérieurement? On peut imprimer une pièce avec plusieurs matériaux, à condition que ce soit des plastiques qui soient compatibles ensemble. D'accord. D'ailleurs, il existe des filaments qui sont des hybrides de deux plastiques, comme par exemple celui-ci. Okay. Ça, c'est du filament polycarbonate ABS. Okay. Là, on arrive à un matériau plus pour l'engineering, nettement plus résistant, mais qui demande une température d'impression de 260 à 280 degrés. Donc, toutes les imprimantes ne peuvent pas l'utiliser. Non. Déjà par le fait que la majorité des imprimantes grand public ont un tube Téflon dans la tête d'impression qui dégage des gaz toxiques au-dessus de 260 degrés. Alors, je voulais y venir, parce qu'on parle de plastique, et je sens nos auditeurs les plus écolos qui ont les poils qui se dressent quand ils entendent parler de plastique. Ça reste du plastique, ça reste des produits chimiques, il y a de la toxicité dans tous ces produits. Il y a de la toxicité dans une certaine mesure. Il y a des émissions de particules ultra fines, mais dans des conditions de ventilation adéquates et en respectant les températures d'impression. C'est généralement limité et circonscrit, quoi. On va dire safe. Oui. Parce que voilà, il faut quand même le signaler, une imprimante 3D n'est pas sans risque. Il y a eu beaucoup de scandales concernant les émissions de particules fines, les imprimantes 3D et tout ça, mais quand on regarde les études qui sont faites par exemple sur l'émission de microparticules d'une poêle qui est en train de frire de la viande, ou de quelqu'un qui fume une cigarette, tout est relatif. Oui. Effectivement, il faut faire et la pollution routière. Et la pollution routière, évidemment, il faut faire les choix. Je rajouterais quand même que, on en parlait juste avant d'enregistrer, quand au niveau professionnel, on crée un modèle 3D, etc., dans le temps, on envoyait le plan à quelqu'un qui allait l'usiner, le fabriquer, etc., il renvoyait le modèle, on le corrigeait, on renvoyait vers une flopée d'aller-retour, et donc on consommait énormément de matériaux, finalement, pour arriver à la pièce finie. Ici, je n'allais pas dire en 3 coups de cuillère à peau, mais presque, on arrive à avoir un produit fini relativement rapidement, sans qu'il y ait tous ces allers-retours et sans qu'il y ait ces pertes de matériaux quelque part. On fait des économies. Ça permet de faire du prototyping très rapidement, à coût très réduit, et même si le produit fini doit être fait en métal ou usiné pour des raisons particulières, les prototypes peuvent être faits et testés à moindre coût comparé à ce que c'était dans le passé. Maintenant, il faut savoir que la raison pour laquelle l'impression 3D grand public a explosé récemment, ce n'est pas parce qu'il y a eu une avancée soudaine, mais c'est parce qu'il y a eu une expiration de brevet. C'est ça. Une expiration de brevet qui a permis à ce que l'information soit utilisable au grand public. D'accord, et donc c'est presque, on va dire, tombé dans le domaine public, presque. Oui, tous ces brevets qui ont expiré, et il y en a encore qui vont expirer, des nouvelles technologies qui vont pouvoir devenir accessibles. Et donc les gens comme toi se frottent les mains en se disant vivement qu'on puisse avoir accès à telle ou telle technologie pour pouvoir s'y mettre nous aussi. Oui, bien que pas mal de nouvelles technologies vont être plus... par exemple, on a des imprimantes à résine.
Ici, ce sont des imprimantes FDM, donc c'est imprimé couche par couche avec du plastique liquide. Les imprimantes à résine, c'est un bac de résine et qui est photosensible aux UV. Il y a une projection qui se fait par le dessous de l'image avec des UV. Là, les résines ont une très forte toxicité, non seulement au toucher et aux vapeurs. Par contre, elles permettent d'avoir des pièces avec un détail sans commune mesure. C'est très différent. Très différent. Ok, je pense qu'on a fait bien le tour de cette question, sauf si tu avais vraiment quelque chose à rajouter. Peut-être rajouter rapidement pour les plastiques. Donc j'ai parlé du polycarbonate qui est un plastique très résistant. Le polycarbonate pur est très difficilement imprimable, mais maintenant il y a pas mal de plastiques, comme ici le polycarbonate ABS. La température est un peu élevée, mais une Prusse AI3, c'est l'imprimé, il suffit de changer la tête. Non, je pense que d'origine, elle a une tête déjà en métallique, donc elle peut déjà l'imprimer d'origine. On l'enverra chez Xavier. On a ici du PC Max, qui est du polycarbonate renforcé. Ça, c'est le plastique, pour répondre à la première question, qui est le plus résistant, le plus solide que j'ai utilisé à présent. Il y a deux plastiques qui sont plus haut que ça, qui sont le PEI et le PEEK, qui sont des plastiques hors de prix et très difficilement imprimables. Le PEEK, c'est un plastique qui coûte, je pense que c'est 300 € les 500 grammes, imprimé avec des machines professionnelles, mais c'est un matériau qui est biocompatible. Ça peut être utilisé pour imprimer des implants, des prothèses et des choses qui sont dans le corps. Donc c'est utilisé dans le milieu médical. Ok. Si je veux fabriquer, alors je te pose une colle, et on terminera peut-être par là, parce qu'on dit qu'on peut tout faire avec une imprimante 3D. Si je veux me fabriquer un récipient qui peut passer au micro-ondes, qu'est-ce que j'utilise comme matériau? Le matériau est une chose, mais il faut également que l'imprimante et toute la chaîne d'impression soient food safe. Parce qu'on imprime avec une buse qui est souvent en laiton, qui contient du cuivre. Mais bon, imaginons qu'on a une imprimante qui soit certifiée pour food safe, du polypropylène, qui est le plastique qui est utilisé pour justement les barquettes de nourriture qui passent au micro-ondes. C'est un plastique qui résiste jusqu'à, je pense que c'est 120 degrés, 125 degrés, qui est très flexible. Qui est transparent par rapport aux ondes du micro-ondes, il n'y a aucune... Non, il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas un plastique facile à imprimer en 3D, et ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité vu le bas prix des récipients à métaux micro-ondes. Oui, c'est ça. Autant l'acheter tout fait, quoi. C'est de me dire, ma barquette, je ne la fabriquerai pas moi-même. Mais sinon, le polypropylène. Polypropylène, on l'aura noté. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations. Je vous renvoie évidemment aux vidéos consacrées aux imprimantes 3D avec Xavier, entre autres, pour tout complément d'informations. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout de ce qu'il y a à dire par rapport à ce domaine, mais c'était déjà très instructif. On avait dit qu'on parlerait des différents composants et des différents produits, voilà, qui est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien évidemment. On sera un plaisir d'y répondre si on a la réponse, évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à mettre des pouces sur YouTube, à mettre des étoiles sur les applications de podcast. Vous savez que les algorithmes aiment bien ça, ça nous permet d'être plus connus et donc de réunir plus de monde, et donc d'avoir plus d'audience, et donc de prendre encore plus de plaisir à partager avec vous les compétences des uns et des autres, dont David, bien sûr. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, à bientôt.